Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours au Carrefour international du bois à Nantes, Carrefour 2018. Et avec mes invités, nous allons parler bois énergie. On va faire un petit panorama de ce qui se passe dans ce secteur du bois énergie. Avec moi pour en parler, Laura Païs, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'Atlambois et vous êtes, on va dire, la locale de l'étape et l'animatrice du bois énergie chez Atlambois. Tout à fait, oui. Atlambois, très rapidement, présentez-nous. Oui, donc Atlambois, interprofession de la filière bois en Pays de la Loire. Donc on regroupe les professionnels sur toute la filière bois. Donc ça peut aller de l'entreprise de première transformation, seconde transformation, jusqu'à la mise en œuvre, les bureaux d'études également, les architectes. Voilà, notre rôle, c'est de faire la promotion du bois sur tous ses usages. Donc on parle de bois construction à Atlambois. On parle également de bois énergie. On parle de la ressource, de la forêt notamment. Voilà. Vous vous intéressez à tout, mais aujourd'hui, bois énergie. Hugues de Chérizet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des producteurs de granulés bois, c'est ça? Oui. Donc c'est un syndicat professionnel qui rassemble les producteurs de granulés de bois français. En face de vous, Alice Fand. Excusez-moi, j'ai mal écrit, donc je vais vous demander de donner votre nom. Donc Alice Fautrade, donc moi je suis à l'ADEME, voilà, en charge des approvisionnements du fonds chaleur et du chauffage domestique. D'accord, l'ADEME, rapidement. On ne vous présente plus, mais quand même. Donc on est en charge du développement de la politique énergétique et de la maîtrise, du développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. À côté de vous, Monsieur Stéphane Cousin, vous êtes chargé de mission au CIBE. Qu'est-ce que le CIBE? Bonjour. Donc le CIBE CIB, donc Comité interprofessionnel du bois énergie, est l'interprofession du bois énergie pour les utilisations collectives et industrielles. Donc c'est une association qui regroupe 150 adhérents à peu près et qui fonctionne avec des commissions de travail en son sein sur les différentes thématiques du bois énergie, depuis l'amont, l'approvisionnement des chaufferies, jusqu'au montage des chaufferies et les retours d'expérience. Alors, avec vous quatre, on a vu, on a un panorama assez large. On va commencer par vous, Laura Païs. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu, justement, je ne sais pas comment dire, un petit panorama de ce qui se passe au niveau de la ressource? Oui, très bien. Oui. Donc, faut savoir qu'effectivement, la ressource en bois, que ce soit à l'échelle de la région, mais on voit à peu près la même chose au niveau national, est quand même une ressource sous-exploitée, que ce soit à destination du bois d'œuvre, bois d'industrie ou pour le bois énergie. On exploite environ aujourd'hui la moitié de l'accroissement naturel des forêts notamment. Donc on a un potentiel supplémentaire considérable, que ce soit pour construire en bois, mais aussi pour se chauffer avec le bois. Puis il faut savoir que pour la partie bois énergie, si on regarde plus ça spécifiquement, il y a plusieurs typologies de ressources. On peut effectivement aller chercher du bois directement en forêt, mais on peut aussi aller chercher, valoriser le bois des connexes des industries de la filière bois, et également plutôt les bois de fin de vie. Donc une fois que, par exemple les bois de palette, une fois qu'elles ont fait leur travail de palette, finalement, elles peuvent être utilisées aussi en bois énergie. Donc en fait, il y a beaucoup de ressources pour le bois énergie. Beaucoup de ressources, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en valeur, qu'est-ce qui augmente et qu'est-ce qui diminue? S'il y a des choses, je pense au granulé, à la bûche, oui. À la plaquette. Oui. Alors, tout dépend de l'utilisation, de l'usage. Sur le collectif et industriel, on parle quand même beaucoup plus de bois déchiqueté. Après, pour le particulier, on parle plus de bois bûche et de granulé, effectivement. Et les tendances sont, en tout cas sur le collectif industriel, c'est plus sur la partie dans laquelle je m'occupe également, sont plutôt effectivement à une augmentation de l'utilisation en bois énergie. Mais il y a quand même encore une ressource considérable et donc il peut encore y avoir beaucoup de projets. Je pense effectivement que le bois énergie peut encore, a une grande place dans le mix énergétique de demain. Là, on n'est pas arrivé au bout de la ressource. Tout, ouais. Quelles sont les grosses pistes, on va dire, de ressources nouvelles éventuellement, ou est-ce que c'est de l'entretien de forêt? Est-ce que c'est de l'économie circulaire, de la récupération de matériaux qui va terminer en bois énergie? Ça peut venir un peu de partout, parce que donc, ça peut venir effectivement principalement de la forêt, parce que c'est là où on a une ressource assez importante. Mais si après on se dit qu'on va aussi construire plus en bois, d'un autre côté on va aussi avoir plus de connexes par cette filière-là. Donc on aura aussi plus de bois déconnexes de l'industrie du bois. Et puis si on trie mieux peut-être nos déchets, on aura aussi plus de bois de fin de vie justement également. Donc on peut avoir une augmentation sur les trois secteurs, les trois typologies de ressources.
Alors je vais donner la parole à votre voisin. Vous représentez le granulé, on va dire que c'est le combustible qui a le vent en poupe dans le bois aujourd'hui? C'est un des combustibles bois, oui, qui se développe. Alors, le granulé se développe rapidement parce qu'il offre une commodité d'usage qui est vraiment importante. Enfin, c'est un combustible qui est adapté à notre monde moderne, quoi, avec des appareils qui sont de haute technologie, qui sont spécifiques, des appareils de chauffage spécifiques pour le granulé. Les derniers modèles, vous les allumez à distance avec votre téléphone portable. Donc, et ça chauffe très vite. C'est des solutions très efficaces aussi. Donc tout ça fait que effectivement le granulé se développe rapidement. Ça se développe par le particulier ou est-ce qu'on a des chaufferies au granulé? Est-ce qu'on a des... Alors en France, moi je vais parler du cas français parce que ça varie beaucoup suivant les pays. Ça se développe dans toute l'Europe globalement, mais suivant les pays, les modèles sont différents. Chez nous en France, le premier utilisateur de granulé, c'est le particulier dans un poêle. Donc c'est après, il y a, en deuxième usage, il y a le particulier dans une chaudière, donc une chaudière de chauffage central, quelqu'un qui a remplacé par exemple une chaudière à fioul ou à gaz par une chaudière à granulé. Et puis après, à une moindre échelle pour l'instant, la chaufferie collective, où justement il faut trouver quand est-ce que le granulé est optimum par rapport au bois déchiqueté qui est le plus souvent utilisé en France pour le chauffage collectif. Donc d'abord un développement par le particulier. Sur la production aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques chiffres, en tout cas d'augmentation, de montrer un petit peu comment les choses évoluent, dire là où on en est? Oui, on était à quelques dizaines de milliers de tonnes au milieu des années 2000 et maintenant on est à 1 million, cette année on va dépasser 1 400 000 tonnes. Donc une croissance rapide avec des unités de production qui sont réparties un peu dans toute la France. Et la France a quelque chose d'assez particulier par rapport à nos voisins, c'est que pour l'instant, on arrive à être autosuffisant. C'est-à-dire qu'on n'importe pas. Si on importe un peu, on exporte un peu, parce que ça, c'est des ajustements de marché, c'est un produit qui voyage facilement. Mais globalement, dans le bilan, on est à peu près autosuffisant, ce qui est pas mal parce qu'aucun de nos voisins fait ça. Alors c'est peut-être pas mal aussi pour les prix. Est-ce que les prix sont stables? Est-ce qu'il y a de la tension sur les prix? Alors, les prix ils évoluent, c'est des prix libres, avec une offre, une demande, une concurrence acharnée entre acteurs. Donc, quand il y a des tensions sur le marché, quand il y a dans une fin d'hiver très froid, les prix ont tendance à monter. Quand il n'y a pas d'hiver du tout, ce qu'on a connu, ou des hivers très doux, ce qu'on a connu, les prix ont tendance à baisser. Il y a aussi une variation saisonnière des prix. Les prix d'été sont moins élevés, ça encourage le consommateur à s'approvisionner tôt. Mais globalement, nos prix varient beaucoup, beaucoup moins que ceux des énergies fossiles. Voilà, donc on a quelque chose d'assez stable, de qualité, parce que je crois qu'il y a une norme également. Alors absolument, c'est un produit qui est normalisé, qui dispose d'une norme internationale et qui est utilisé. Enfin, le granulé français est certifié pour le respect de cette norme qui est très exigeante avec beaucoup de spécifications. Donc effectivement, c'est un produit qui est très standardisé. Alors, je vais vous donner la parole, Madame Fautrade. On va voir que vous, à l'ADEME, vous avez un peu analysé, si j'ai bien compris, où on en est aujourd'hui avec le chauffage au bois chez les particuliers, c'est ça? Oui, effectivement, on vient d'avoir les premiers résultats d'une étude sur le marché et l'approvisionnement du chauffage domestique. Donc, je voulais juste rappeler que le chauffage domestique, c'était à la fois le premier prélèvement en forêt, hors forêt de bois, donc sur la ressource. C'est-à-dire que quand on coupe un arbre, on va dire, le principe, il y a beaucoup les prélèvements partent sur le bois bûche. Le bois bûche. Voilà. En fait, par rapport aux chiffres du bois d'œuvre ou même des bois d'industrie, la première récolte en forêt, qui est le fruit souvent de particuliers, d'autoconsommation, etc., c'est le bois bûche. Alors il n'y a pas que en forêt, il y a aussi les arbres de verger, de jardin, etc. Voilà. Et donc c'est aussi dans les énergies renouvelables biomasse, la plus grosse partie qui est liée au chauffage domestique des particuliers. Ça représente combien, par exemple? Est-ce qu'on a une idée? Alors, à peu près 7 millions de TEP sur 11 à 12 millions de TEP d'énergie renouvelable liée à la biomasse. Donc on est à plus de la moitié. Plus de la moitié des énergies renouvelables utilisées par les particuliers pour se chauffer. Plus de la moitié. La moitié de l'énergie renouvelable liée à la biomasse est celle des particuliers. D'accord. Donc une grosse part. Voilà, donc une part importante. Donc c'est important que
qu'on continue à bien suivre l'évolution de cette consommation d'énergie. Donc ce qu'on constate effectivement, c'est une évolution importante du parc, puisque autrefois, dans les années 99, on avait un tiers des foyers qui avaient des cheminées ouvertes qui sont à faible rendement et qui ont peu d'intérêt pour le chauffage de la maison. Et on a une nette diminution, puisque maintenant on est aujourd'hui autour de 10-12%. Par contre, on a une augmentation des poêles à bûches, notamment, qui représente 27% du marché. Et puis l'émergence du poêle à granulés, comme Hugues vient de le dire. Et puis ce qui reste le premier appareil de chauffage aujourd'hui, c'est encore les foyers fermés, donc avec des inserts. Voilà. Donc un développement du poêle, un abandon, on va dire, de la cheminée. La cheminée ouverte, voilà. Donc ça a comme avantage d'avoir une meilleure combustion et donc une utilisation moins importante de volume de bois pour la production d'un même chauffage. On a un meilleur rendement, voilà. On a un classement des poêles avec un système flamme verte. Voilà. Et vous incitez fortement à... On en est où avec flamme verte ? Alors, flamme verte, on continue à augmenter les rendements des poêles. Donc, c'est un système d'étoiles. Et donc, chaque année, il y a des nouveaux seuils par étoile. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on a une amélioration des rendements qui ont été accompagnés d'une isolation des logements. Et donc tout ça fait qu'il y a une meilleure combustion, une meilleure qualité de l'air. On est mieux isolé, on utilise des appareils de meilleure qualité. Voilà. Et donc on arrive à mieux chauffer avec moins de ressources. Voilà, donc on diminue la quantité de bois utilisé par ménage. Par contre, ce que nous montre aussi cette enquête, c'est qu'il y a aussi une diminution du nombre d'utilisateurs du bois domestique. Voilà. Donc ça, il faut qu'on l'analyse parce qu'on vient vraiment d'avoir les chiffres. Et normalement, les objectifs politiques étaient plutôt une augmentation du nombre d'utilisateurs. Voilà. Cette baisse est importante ? Cette baisse est suffisamment robuste pour que voilà. Après, pour qu'on se demande ce qui se passe. Voilà, pour qu'on se demande ce qui se passe. Est-ce qu'on sait un petit peu déjà, est-ce qu'on a quelques pistes ? Alors là, vraiment, l'étude n'est pas terminée, donc il faut prendre avec réserve ce que je peux dire. En fait, notre question, c'est est-ce que vous avez utilisé un appareil au bois depuis un an ? Compte tenu du faible prix du gaz, on peut quand même se demander si ça ne peut pas avoir influencé la réponse, parce que parfois les gens se chauffent au bois pour faire des économies. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai peu d'éléments d'analyse. Il y a peu d'éléments d'analyse, voilà. C'est quelque chose que vous allez donc voilà. Voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Voilà. Et sinon, ce qu'on peut aussi dire, c'est que sur l'approvisionnement des particuliers, il se professionnalise. Les gens font moins leurs bûches eux-mêmes et font davantage appel à des professionnels. À des professionnels à qui ils vont aller acheter du bois. Oui, c'est un peu les changements de société, ça. Voilà. Et pareil, même question que tout à l'heure à votre collègue, pour le granulé. Il y a une normalisation aussi pour la bûche, par exemple. Est-ce que le fait qu'on fasse appel à des professionnels, ça augmente la qualité aussi du bois qui est utilisé ? Alors, les professionnels, pour certains, sont adhérents à la charte France Bois Bûche. Qui déjà donne une transparence sur l'information, sur le bois vendu, donc sur son mode de séchage, ses essences, etc. Après, on a une autre enquête en cours sur les usages. C'est quand même acquis le réflexe de faire sécher son bois. Il y a quand même des bonnes pratiques. Oui, il y a des bonnes pratiques. Les gens qui utilisent le bois connaissent un peu le matériau. Et puis c'est vrai qu'avec l'émergence à la fois de l'évolution du matériel, les poêles à bûches, le labellisé flamme verte ou le granulé, on a plutôt il y a une information sur la qualité du combustible et donc on a plutôt une amélioration de la qualité de l'air liée à la fois à l'amélioration du combustible et à la fois à l'amélioration du parc. Alors, on va aller voir ce qui se passe du côté maintenant du logement collectif, de l'industrie. Est-ce que vous constatez les mêmes tendances ? Est-ce qu'on s'intéresse plus au bois dans l'industrie et pour le logement collectif ou est-ce que finalement ça stagne ? Alors, traditionnellement, on s'intéresse pas mal au bois dans le collectif tertiaire. Ça fait longtemps que le processus est enclenché de mettre des chaufferies
au bois, soit des chaufferies dédiées, soit des chaufferies qui alimentent des réseaux de chaleur et qui desservent ensuite des logements, des bâtiments tertiaires. Sur l'industrie, c'est un peu plus compliqué, hormis les industries du bois pour lesquelles, effectivement, c'est quelque chose d'évident d'utiliser les sous-produits, produits sur site, pour produire l'énergie. Pour les autres industriels, c'est quand même moins évident et ça dépend énormément du contexte énergétique. Et actuellement, on ne peut pas dire qu'il soit au beau fixe, en fait, pour le bois. Ce qui fait basculer, c'est le prix, hein. C'est le prix de l'énergie, oui. Sur l'industriel, ce qu'il va rechercher, c'est en fait la rentabilité et d'avoir directement une énergie qui lui coûte moins cher que son énergie de référence fossile. Et la plupart des industriels utilisent du gaz à des prix qui sont assez bas. Et dans le contexte actuel, c'est pas évident. L'ADEME a lancé depuis 2009 des appels à projets dits BCIAT, donc biomasse, chaleur, industrie, agriculture tertiaire, dans l'objectif de développer justement les chaufferies dans l'industrie. Ça a bien marché au début et on se rend compte que depuis en fait, ça diminue régulièrement. Parce que le prix des énergies fossiles n'est pas assez élevé. Hein, voilà, tout à fait. Et les seuls projets qui peuvent arriver à passer aujourd'hui, ce sont des projets qui sont plutôt sur des produits bois déchets, donc dans des installations réglementaires ayant un statut réglementaire ad hoc, soit des bois déchets purs, uniquement du bois déchet, soit des bois déchets en mélange avec d'autres déchets, dits CSR, les combustibles solides de récupération. Mais pour le collectif tertiaire, la tendance, elle est quand même plus positive, on va dire, d'autant que la contribution climat-énergie s'applique année après année de manière progressive au gaz, au fioul, ce que les industriels n'ont pas nécessairement. Dès lors qu'ils dépendent des quotas de CO2, ils n'ont pas cette application de cette augmentation. Donc on n'a pas le même type de développement de l'un à l'autre. Non, non. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur le fonds chaleur, effectivement, on a plutôt une baisse des industriels, mais on a vraiment, le portefeuille est toujours plus important avec le collectif. Donc il y a toujours autant de projets et même davantage, avec une répartition qui a effectivement varié. Et comme l'expliquait Stéphane, le contexte n'est pas très favorable à l'émergence de projets industriels, mais on a davantage de réseaux de chaleur qui sont en train de se mettre en place. Ouais. Sur la ressource, est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama? Qu'est-ce qu'on utilise et pourquoi faire? Alors, sur la ressource, Laurent en a parlé effectivement tout à l'heure. Il y a plusieurs types de ressources. La ressource bois sur pied, la ressource industrielle, sous-produits industriels, et puis les bois en fin de vie. C'est les trois grandes catégories de ressources. À partir de ces différentes ressources, on peut faire pas mal de combustibles. Quand je dis pas mal, c'est-à-dire que effectivement des plaquettes forestières, du bois déchiqueté d'origine forestière, bon, ça fait de la plaquette forestière, mais en fonction de l'utilisation qu'on va en faire, c'est-à-dire de l'installation qui va brûler cette plaquette, les caractéristiques de la plaquette peuvent être différentes. Donc du coup, il y a des référentiels ADEME qui permettent de définir, de caractériser un peu mieux les combustibles possibles, et il y a des normes ISO qui existent pour définir vraiment là les critères de taux d'humidité, de granulométrie, de taux de cendre, de taux d'un certain nombre de composés chimiques dans le bois, dans le combustible, de manière à ce qu'on puisse tous parler tout au long de la filière le même langage. C'est-à-dire que c'est pas je produis de la plaquette bois, je consomme de la plaquette bois, c'est je consomme tel type de combustible avec donc telle caractéristique, et donc la production qui va avec. Donc c'est quelque chose qui est vraiment là aussi professionnalisé, avec une tendance assez lourde à cette utilisation de classes, on va dire, de différentes classes de produits. Classes de produits. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. On va faire un petit tour de table conclusion, et puis je vais vous redonner la parole. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, moi ce que j'ai compris, hein, c'est que y a de la ressource. Il y a un petit temps d'arrêt apparemment chez les particuliers et chez les industriels parce que peut-être les énergies fossiles ne sont pas assez chères. Et il y a une ressource qui se développe, c'est le granulé. Moi j'aimerais aussi ajouter, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de rentabilité, plutôt de la partie économique. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'autres atouts à utiliser le bois énergie. D'abord un atout environnemental, hein, ça c'est indéniable. En mettant du bois énergie, ça permet de substituer des énergies fossiles, de diminuer les gaz à effet de serre et du coup de répondre aux enjeux climatiques actuels.
Ça permet aussi de créer des emplois. C'est vrai que la filière bois-énergie crée une dynamique locale aussi et crée beaucoup plus d'emplois. Ce sont des emplois locaux. On a vu que le granulé était pour la produit filière, localement. En amont, que ce soit pour le granulé, le bois bûche ou le bois déchiqueté, les trois, ça crée aussi beaucoup plus d'emplois que d'autres types d'énergie. Et puis l'économie aussi, parce que ça réinjecte, on revient du coup sur l'économie, mais là plutôt l'économie qu'on réinjecterait localement. Puis on peut aussi parler d'économie circulaire. Voilà, donc je voulais rajouter ces atouts sur le bois énergie. Une petite conclusion sur le granulé. Écoutez, là, d'entendre, oui, en écoutant mes collègues, je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans cette filière bois-énergie en général, c'est qu'elle est en pleine évolution. Alors on a des petites interrogations sur les consommateurs de bûches qui c'est peut-être ceux qui allaient faire leur bois qui vont plus le faire, qui passent au granulé. Mais on a toute une dynamique, une adaptation du bois énergie à notre monde moderne avec cet atout qu'a rappelé Laura d'un combustible renouvelable et abondant dans nos forêts en France. Donc on a vraiment un atout à développer. Et alors le granulé, bien entendu, s'inscrit là-dedans et est un combustible qui remplit bien les cahiers des charges du consommateur moderne. Donc sur le chauffage domestique, c'est vrai qu'on assiste vraiment à une professionnalisation de la filière avec c'est plus du chauffage d'appoint, c'est davantage du chauffage principal, ça devient vraiment un mode de chauffage. Donc voilà, donc derrière il y a effectivement une professionnalisation de l'approvisionnement, l'émergence de poêles high-tech avec le granulé entre guillemets, donc, et tout ça accompagné de la rénovation énergétique, etc., fait que c'est l'énergie de demain. Le bois peut s'inscrire dans les énergies renouvelables de demain pour le chauffage des particuliers comme pour celui des collectivités et des industries. Merci, à votre tour, et vous aurez le mot de la fin. Donc le chauffage collectif industriel en fait a subi un petit temps d'arrêt, mais a quand même de beaux jours devant lui. Si on en croit du moins les objectifs que la France assigne au bois énergie, il y a encore un pas qui est assez grand à franchir. Là, il y a eu un petit temps d'arrêt avec les énergies fossiles qui ont diminué. Ça va certainement repartir à la hausse. Ce petit temps d'arrêt, il a peut-être été aussi intéressant pour pouvoir faire un peu de pause, pour du moins d'une certaine manière, essayer de profiter un peu. Faire un bilan pour se retourner, regarder comment ça se passe. Et puis essayer de voir, d'optimiser là où ça pouvait être optimisé pour repartir de plus belle derrière en ayant des assises solides. Voilà. Et puis sinon, je voulais aussi ajouter un petit chiffre quand même. On a recensé au sein du CIB plus de 6000 installations. Pardon. 6000 installations collectives industrielles au bois. Donc il y a quand même pas mal de sites qui fonctionnent, c'est pas rien effectivement. Donc voilà, c'est le petit chiffre que je voulais. Alors certes, pour la plupart de petites puissances, mais c'est quand même ça maille bien le territoire et donc ça rejoint l'aspect local qu'évoquait Laura tout à l'heure. C'est vraiment une énergie qui est à échelle humaine et à taille des territoires. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Merci. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.